Ce qui suit est la transcription d'un échange entre Mathias de Stefano, désigné ici comme moi, et son soi supérieur désigné comme je suis. Dans cette capsule, la voix féminine incarnera le moi, tandis que la voix masculine représentera le je suis. Cette conversation, intitulée Politique, a été réalisée le 22 janvier 2020. La première fois que je suis allée à Rosario et que j'ai vu le monument à la drapeau, j'étais émerveillée. Chaque fois que j'y retourne et que je pose le pied sur la première marche, j'ai l'impression d'être transportée dans une autre époque, dans l'Antiquité, dans une sorte de Rome, de Grèce, d'Égypte ou même d'Atlantide, dans un temple sacré qui, plus qu'à la bannière, rend hommage à l'esprit d'une nation. Face au fleuve Parana, que j'appelle le Nouveau Nil, le monument me donne l'impression d'être notre grand sphinx du Sud. Sa forme est celle d'un bateau qui emmène les hommes libres du monde vers un nouveau port, vers un nouveau monde. Construit en pierre et en marbre, ouvert au vent du nord et du sud, il transporte les peuples sur le grand fleuve, chargé de l'histoire dans des statues entourées d'eau à l'arrière. Contenant en son centre la flamme votive qui maintient allumé l'esprit et l'âme de ceux qui vivent et meurent pour la nation. Les 4 éléments y sont présents librement, et dans son inscription, le premier verset de l'hymne national argentin. Écoutez, mortels, le cri sacré. Liberté, liberté, liberté. Je considère que c'est le premier et le seul temple qui reste vivant dans tout le pays. Rosario est au même niveau que le Caire, mais en miroir, au début du delta du fleuve, à la latitude 33, mais au sud. Dans ce cas, en regardant les cartes comme un miroir, je suis né dans cette vie, au même endroit où je suis mort dans celle d'il y a 12 000 ans, dans la vallée fertile de l'actuel El Fayoum, ancien lac Abadaptra, miroir de l'eau au-delà, œil de la divinité, qui était à l'époque beaucoup plus grand, et dans le miroir sud-américain est le tiroir des lagunes. Dans le centre est ma ville, Venado Tuerto, celle qui n'a qu'un soleil, mais cette fois, non plus au 30e méridien, mais au 60e. Assaut quantique vers un autre niveau de conscience. La latitude et la longitude sont les coordonnées d'une mission, d'un but de mon existence. Naître dans le bras argentin de la sainte foi, dans le reflet de ma mort ancienne, entre les miroirs d'eau, passant d'un désert de sable à un désert de culture, près du grand sphinx du Nouveau Nil. Comme je l'ai dit, mon premier souvenir était de me voir devant le grand sphinx en Égypte, regardant son visage et me rappelant notre devise ancestrale, Emesda, pour la mémoire, me disant à moi-même comme Chiu que je devais revenir 12 000 ans plus tard et qu'en regardant à nouveau dans les yeux du grand gardien, je me souviendrai. Tout comme lorsque je regarde le sphinx égyptien, je me souviens de mon passé. Lorsque je regarde dans les yeux du sphinx argentin, je me souviens de mon avenir. Je me suis moi-même envoyé naître sur cette terre, mais pour comprendre mon but, je devais retourner en Égypte et faire parler l'Égypte. L'Égypte parlera, elle donnera le ton. Ce que nous sommes venus faire dans le Nouveau Monde, c'est poursuivre ce que nous n'avons pu faire dans l'Ancien Monde, mais cette fois-ci d'une manière totalement différente. Et la clé de tout cela réside dans la politique. Mais la politique est aujourd'hui quelque chose d'obscur. Elle n'est plus aussi honorable qu'autrefois. Comment guérir la vision de ce que la politique et ses mots impliquent pour nous aujourd'hui? Il est nécessaire de se souvenir de l'origine des choses pour déterminer leur avenir. Il est fondamental de comprendre que les systèmes sont créés par les humains, et ce ne sont pas les systèmes qui doivent changer, mais l'être humain en tant que tel. Il y a 12 000 ans, la politique n'était pas un choix, mais une obligation. Nous venions de l'ère de la Vierge, une époque d'ordre et de structure de programmation ancestrale matriarcale. Et nous sommes passés à l'ère du lion,
une époque d'autoréférence et de hiérarchie de l'être. La recherche du système était d'être plus que des rois et des reines, c'était de devenir des dieux et des déesses. Les Dasnaï, ou familles atlantes, étaient celles qui maintenaient cet ordre virginien dans un système léonin. Aujourd'hui, nous pourrions penser qu'il s'agissait d'un système de contrôle, mais ce n'était pas le cas. Peut-être simplement parce que les personnes au pouvoir n'avaient pas de pouvoir sur les autres, mais sur elles-mêmes. Les familles étaient obligées de passer par une série d'épreuves qui durait des années, une préparation exhaustive de notre cohérence afin de pouvoir gouverner notre intérieur avant de gouverner l'extérieur. Le chemin initiatique transformait les dirigeants en initiés spirituels qui comprenaient la nature des choses divines dans chaque atome de l'existence, considérant le peuple comme une extension d'eux-mêmes. Le pouvoir résidait à l'intérieur, contrairement à aujourd'hui où il réside dans la capacité à manipuler. Cela générait la confiance, la collaboration et un sentiment d'unité chez les citoyens jusqu'à ce que tout change. C'est pourquoi tu es ici, à nouveau sur le Nil. Pour te souvenir de ce chemin, pour faire parler l'Égypte, pour qu'elle se souvienne de ce que nous devons faire pour aller de l'avant. La mener au Nil du Sud, le Parana. Ce que j'en considère vraiment comme un défi personnel. L'Argentine est l'un de ces pays que je ne comprends pas tout à fait, et dans lesquels je me sens sincèrement mal à l'aise. C'est pourquoi je sais que c'est ma mission, car c'est mon défi. En tant qu'ascendant Balance, c'est un pays qui connaît de grands conflits en matière de justice, de division, de corruption, de confusion, de conflits de valeurs. Et il est clair que tous les pays ont cela dans leur système. Mais pour une raison quelconque, ceux qui vivent en Argentine peuvent remarquer que c'est beaucoup plus culturel que politique. C'est l'être et non le politicien qui est corrompu, c'est le reflet du monde. Tout comme dans mon pays, la politique est un mot tabou. Elle l'est aussi dans le monde et de plus en plus chaque jour. Le concept de politique est apparu en Grèce, dans l'Antiquité, décrit par les philosophes grecs qui décrivaient l'organisation hellénistique à travers leur cité-État. Pour cela, nous devons à nouveau comprendre la géographie. Les civilisations les plus anciennes sont nées sur les rives du Nil, du Tigre, de l'Euphrate et de l'Indus. Tous se trouvent au Moyen-Orient, le Nil prenant sa source en Afrique et se jetant dans la mer Méditerranée sur la côte du Sinaï, le Tigre et l'Euphrate baignant le désert d'Arabie depuis la Turquie jusqu'au golfe Persique, au milieu, et l'Indus descendant du Cachemire dans le Karakorum pour aboutir au Pakistan. Cette région, entourée de déserts au sud et de mers salées, de montagnes et de mers douces, mer Noire, Caucase et mer Caspienne au nord, a constitué la base de toute société humaine ancestrale, bien avant l'Égypte et la Perse, depuis l'époque atlante. Rappelez-vous que les premiers groupes humains étaient des troupeaux, et que tout était organisé en clans et en familles. Plus le nombre d'individus augmentait, plus il y avait besoin d'ordre et d'union. La religion était essentielle pour unifier les individus, et le chaman, prêtre de la famille, est devenu une sorte de conseiller. Il donnait des conseils sur les semailles, les récoltes, les cérémonies, l'administration, et essayait de résoudre les conflits grâce à sa sagesse. Il était donc considéré comme un guide, mais souvent le prêtre lui-même désignait le plus fort et le plus déterminé de la famille pour les diriger. C'est ainsi qu'apparaît celui qui décide pour le groupe, celui qui gouverne, le roi. La reine organise le troupeau, tandis que le roi le guide et le prêtre conseille. Cela crée la formation d'un premier système social. Lors de l'expansion au Moyen-Orient, les vastes étendues du désert, de montagnes et de vallées ont conduit à une organisation impériale, cherchant à contrôler tout ce qui se voyait à l'horizon, guidant ceux qui vivaient sur le même territoire. Cependant, lors de l'expansion méditerranéenne, les colons s'installèrent sur des îles, et surtout, ceux qui passèrent de l'Anatolie aux Balkans se retrouvèrent face à une mer Égée parsemée de petites îles, chacune créant son propre royaume, car l'horizon était la mer. Chaque île avait une seule ville, et quelques colons vivaient dans les champs environnants. Chaque ville avait son propre roi, et de temps en temps, ceux-ci se réunissaient pour discuter
de tout ce qui se passait dans leur ville. C'est ainsi qu'est apparu pour la première fois ce que nous appelons les cités-États, des peuples hellénistiques. En grec, ville se dit polis, et le suffixe ikos signifie se rapportant à, ayant trait à. Politikos désigne ce qui se rapporte aux cités. Les politiciens grecs étaient les rois représentant les États des îles, et les philosophes étaient leurs sages conseillers. Les philosophes étaient les amoureux de la sagesse. Philos, amour. Sophé, savoir. Une nouvelle branche du sacerdoce à la manière grecque. Leur interprétation de la réalité a façonné la naissance de la culture actuelle, qui sera reprise plusieurs siècles plus tard à la Renaissance. Ils ont établi différentes formes de politique et ont déterminé, comme les anciens Égyptiens, qu'il existait différents types de manifestations du pouvoir, qu'ils appelèrent kratos, démocratie, pouvoir du peuple, aristocratie, pouvoir des meilleurs, technocratie, pouvoir de la connaissance, plutocratie, pouvoir des riches, autocratie, pouvoir d'un seul, bureaucratie, pouvoir administratif, timocratie, pouvoir de celui qui possède du courage ou de l'or, mésocratie, pouvoir du milieu. Et ils appelaient leur principe organisationnel arché, oligarchie, gouvernement d'une minorité, anarchie, absence de gouvernement, autarcie, gouvernement d'un seul, comme la dictature, hiérarchie, gouvernement du secret, synarchie, gouvernement partagé, polyarchie, gouvernement de plusieurs. Il s'agit donc de systèmes politiques, c'est-à-dire qu'ils décrivent les formes sous lesquelles s'exercent les relations d'organisation d'un groupe. Cela signifie que le royaume, l'empire et la dictature entrent dans la définition de la hiérarchie, car le pouvoir est conféré par le sacré, par Dieu, de l'autarcie, car il est concentré entre les mains d'un seul, et de la plutocratie, car c'est généralement celui qui possède ou génère le plus d'argent ou de ressources. C'est exact. Et une république? Elle peut provenir de l'oligarchie, de la démocratie, de la polyarchie, de la bureaucratie, de la technocratie, car la République est un concept romain issu du Sénat. Dans l'Antiquité, les rois grecs ont décidé de créer un espace où les porte-paroles de chaque police pouvaient s'asseoir pour débattre des questions importantes et parvenir à des accords communs. Les rois n'avaient pas le temps pour ces choses. Ils ont donc créé le lieu où l'on parle, le parlement, du verbe parlare, parler. C'est là que se rendaient les anciens, les sages, qui prenaient les décisions grâce à leur expérience. Les anciens, les vieillards, en latin, senex, ont donné naissance au groupe d'anciens qui se réunissent, senatus, sénat. Un groupe de vieillards qui se réunissent pour parler, comme maintenant. C'est ainsi que cela est né. Ces anciens devaient avoir la confiance du roi et étaient généralement quelques propriétaires terriens fortunés, c'est-à-dire des oligarques plutocrates. Cependant, ils avaient de plus en plus de pouvoir et se réunissaient dans des espaces publics où les citoyens pouvaient s'asseoir pour écouter les discussions, ce qu'ils appelaient agora. Ainsi, le peuple a cessé d'avoir contact avec le concept de roi ou d'empereur et se sentit davantage représenté par les sénateurs et les parlementaires. C'est pourquoi ces mêmes vieillards ont décidé d'incarner le pouvoir du peuple et ont fait appel au res publicas, du latin les affaires du peuple, qui ont donné naissance à la République. C'est ainsi que les sénateurs ont pris le pouvoir. Sans cesser d'être une poignée de vieillards fortunés, ils continuèrent à représenter le peuple de manière ouvertement féodale, les problèmes étant entendus en public pour être résolus. La démocratie? Bien sûr que non. La démocratie a fonctionné pendant quelques années dans les îles grecques. Puis, avec la croissance démographique, elle a été abandonnée et on n'en a plus jamais parlé jusqu'à la Révolution française. Pourquoi? Aujourd'hui, tout le monde dit que nous vivons dans des démocraties. Je suis désolé de le dire, mais non, vous ne l'avez jamais fait. La démocratie est un système formé dans les îles grecques dans lequel il n'y avait pas de représentants discursifs, avec des visions idéologiques, mais des conflits qui doivent être résolus par concours.
Comment cela fonctionne-t-il? 3 citoyens ou plus se portent volontaires pour résoudre des problèmes. Une agora ouverte et publique discute des problèmes existants, et chacun des experts en solutions propose les meilleurs moyens d'y parvenir, comme une sorte de théâtre public. Le peuple discute de la meilleure option, mais ensuite le concours commence. Les noms de ceux qui font des propositions sont placés dans une urne, et celui qui est tiré au sort doit mener à bien le projet avec l'aide des autres comme ministre. Ainsi, le peuple a choisi le projet, mais pas la personne qui le réalisera, car seul le hasard pouvait le faire. Cela permettait au peuple de décider ce dont il avait besoin, mais personne ne pouvait se vendre comme la meilleure option. Le système démocratique ne permettant jamais à un individu de vendre son image pour atteindre ses objectifs. Dans la démocratie, il n'y a pas de parti politique. Exactement, il n'y a pas de nom, seulement des projets. Personne ne vote pour des personnes, seulement pour des solutions. Et si la personne choisit un tirage au sort ne répond pas aux attentes du peuple, dans le délai prévu, elle est immédiatement révoquée de son poste et n'est plus jamais élue pour proposer des solutions. Waouh! Il est clair que nous n'avons jamais eu de démocratie. Non, vous n'avez eu que des républiques oligo-plutoniennes, autarciques ou synarchiques. Le concept de parti politique fait référence à ce qui divise, c'est-à-dire qui définit quelque chose qui émane de la volonté d'une partie de la société, qui représente un secteur, mais qui divise la société en idéologie. Et tout comme les Romains eux-mêmes, qui organisaient des campagnes dans la bataille pour gagner du territoire, les Romains actuels continuent de mener des guerres territoriales d'idéologie et de pouvoir extérieur, car une campagne est le concept qui consiste à établir un campement dans une guerre. Bien sûr. Par exemple, tout le monde s'accorde à dire que l'éducation est importante. Mais au lieu de résoudre les problèmes liés à l'éducation, on défend dans une lutte la personne ayant une certaine idéologie sur l'éducation. Et on ne fait jamais rien dans le domaine de l'éducation parce qu'on perd son temps à défendre des idéaux ou des personnalités. Ce que j'ai toujours trouvé ridicule, c'est de parler d'isme, mouvement, surtout en Argentine, où l'on ajoute immédiatement un isme derrière le nom du politicien pour définir le courant qui défend ses idées. C'est absurde. C'est de l'autarcie partisane. Le système reste féodal et presque hiérarchique. Lorsque le choix d'une personne est défini presque par la main divine ou spirituelle, la hiérarchie n'est pas un système pyramidal, c'est un système basé sur la croyance que celui qui est élu est presque divin. La démocratie est un système basé sur le fait que c'est la majorité du peuple qui prend le contrôle, directement dans le choix des projets, sans avoir besoin d'un Sénat ou d'un Parlement représentatif. C'est pourquoi cela n'a jamais fonctionné, parce que les Senex Plutus, les anciens riches, ne voulaient pas perdre le contrôle et ont arrêté le fléau de la démocratie dans les îles de la mer Égée dès que possible. C'est vrai, Et qu'est-ce que l'antocratie? c'est un système démocratique basé sur deux technologies fondamentales, l'externe et l'interne. Il prend la biologie comme exemple à suivre et le concept de réseau pour résoudre les conflits et financer les solutions, sans avoir besoin de banque centrale, de parlement ou de représentation. Les solutions mises en œuvre sont celles que le plus grand nombre de personnes choisissent et financent. Mais il y a un détail. Ce système est basé sur le pouvoir de l'être, c'est-à-dire sur le fait de donner l'entière responsabilité à un individu intègre et cohérent. Ça ne marcherait jamais, hé hé. La cohérence est une quête constante, tout comme l'équilibre. Aucun système n'est parfait, et quand on reconnaît cela, on est libre de chercher des solutions à l'infini. La cohérence vous rend responsable du fait que les résultats sont directement proportionnels à votre attitude envers le groupe. Le système lui-même vous pousse à être cohérent entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez et ce que vous faites, sans dépendre de ce que les autres croient. Aujourd'hui, la technologie est utilisée à cette fin pour mesurer les sondages, changer les méthodes de publicité et les entreprises. Mais elle n'est pas encore appliquée à la politique. Parce qu'ils perdraient leur pouvoir. Et qu'est-ce que le pouvoir extérieur sinon la peur de reconnaître que vous ne possédez pas de pouvoir intérieur? Une personne qui cherche à contrôler les autres est une personne sans pouvoir intérieur. Pauvre dame, perdue dans son manque de philosophie, affamée dans la pénurie de ressources personnelles. C'est pourquoi en Atlantide, ils préparaient un autre monde intérieur à gouverner.
C'est pourquoi l'Égypte nous alignait pour être des gouvernants et des citoyens, pour être des esprits conscients dans la matière et la civilisation. C'est pourquoi c'est l'Égypte qui doit donner le ton. C'est le Nil qui dira comment, qui rappellera le retour des élus pour gouverner le monde. Seulement ceux qui trouvent le pouvoir en eux-mêmes, dans le je suis. Que devrait être la politique à l'avenir? La politique doit oublier les cités. Nous sommes désormais un réseau. La politique se corrompt car ces territoires se sont étendus à des aspects qu'elle ne peut plus contrôler. La politique représente tout ce qui est mauvais dans une société car elle est le reflet d'une conscience populaire. Ce n'est pas la politique qui doit être transformée, c'est le peuple qui lui donne un sens. Les politiciens sont humains. La seule réponse à la politique du futur est l'humanisme. Un politicien du futur doit être considéré comme un humaniste, celui qui donne des options et des outils aux humains, qui offre la liberté de choisir des solutions, pas des personnes. La politique représente la vision, le regard vers l'avenir et la lecture du passé. Elle est le guide et le reflet de la correspondance d'un peuple. Chaque peuple a le gouvernement qu'il mérite. Sais-tu ce qu'est un gouvernement? Non, pas vraiment. Cela vient du grec kybernein, qui signifie diriger un navire, piloter un bateau. Le monument au drapeau. Le bateau. Celui qui sait naviguer sur les eaux de la mer du subconscient, sur le fleuve de la vie, portant la responsabilité des structures internes, poussé par les vents et les voies du monde. Allumant le feu de son cœur, est capable de se diriger lui-même vers le port de la conscience, le nouveau phare face au sable argenté. Gouverne-toi toi-même et tu gouverneras le monde. Monte donc à bord du bateau et regarde l'horizon de ton intérieur. Reconnais l'humaniste en toi et souviens-toi que la politique n'est pas la boussole du navire, un indicateur de la conscience du peuple. Si tu libères l'esprit du peuple, si tu libères l'âme d'un peuple et que tu libères son corps de l'oppression de son environnement pour briser les chaînes de son propre intérieur, tu entendras le cri sacré d'un peuple conscient qui construira une politique consciente dans un monde qui éveille sa conscience. Passer de l'idéologie à la biologie. Nous libérer des préjugés politiques, comprendre que la corruption est la distorsion de notre propre culture et de notre irresponsabilité, de notre incapacité à diriger nos vies, à naviguer sur la mer du subconscient et à nous laisser emporter par les courants de l'inconscient. Nous ne devons pas lutter contre la corruption politique dans des campagnes partisanes d'idéologie qui nous mobilisent au nom de personnages théâtraux. Nous devons construire des êtres qui se autogouvernent et qui, en réseau, construisent la conscience humaine à partir du système biologique et spirituel. Reconnais, ferme les yeux, inspire, retiens, expire, ouvre les yeux, regarde l'horizon. Es-tu prêt à naviguer?